moi, en tant qu'ingénieur des données, je suis indispensable. Les data analystes, en fait, il est important, mais on peut s'en passer. Bonjour et bienvenue dans Data Talk. Parlons data, parlons futur. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans les coulisses de la donnée. On entend souvent parler des data scientists, des data analysts, mais avant qu'ils ne puissent travailler, il faut que les données soient disponibles. C'est à ce moment qu'intervient l'ingénieur des données. Et pour en parler, sur ce plateau, je suis avec quelqu'un de très grand, très très grand, mais je préfère laisser le monsieur se présenter. D'accord. Merci beaucoup, mon frère, pour l'invitation. Alors, je me présente, je me prénomme Salem Poy. Je suis détenteur d'un diplôme de licence en ingénierie logicielle après une formation de 1825 jours. Et au-delà de ça, aussi d'un certificat en intrication quantique dans son volet purement philosophique. Et depuis bien longtemps déjà, je dois approximer ça à plus de 2 ans que j'évolue dans ce domaine de l'ingénierie des données. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, comme ça va parler aujourd'hui des données, je dois, comme on le dit, faire un retour sur l'expérience et vous faire comprendre un peu ce qui se passe dans cette marmaille des données qui s'est fait en arrière-plan. Ok, merci. Je crois que vous avez compris qui il est, mais c'est vraiment quelqu'un de très grand, comme je le disais. Mais avant de passer aux questions techniques, la première question que j'aimerais lui poser, c'est de comprendre en quoi consiste le métier de data ingénieur. Alors, très belle question, cher Merveille. Le métier des data ingénieurs ou de l'ingénieur des données, il consiste en fait à concevoir, à construire et à monitorer, ou je vais dire en fait à faire une continuité dans les termes de traitement des données qui seront mises à disposition des analystes ou qui seront exposés pour pour une future utilisation. Donc cet ensemble, en fait, cet ensemble des données qui sont automatisées, il faut d'abord collecter, traiter, stocker. Alors l'ingénieur des données, il se retrouve à ce niveau-là, au niveau du départ ou à la genèse, en fait, de tout ce qui va suivre ensuite en termes de décisions et tout. Alors il est un peu, comme je vais dire, en fait, en d'autres termes, le préparateur. C'est quelqu'un qui prépare les données. Donc, peu importe leur nature, il doit s'assurer que ces données préparées sont prêtes à être utilisées. Pourquoi le métier de data ingénieur, selon vous, hein, c'est très important dans l'entreprise? Alors, je vais faire un parallélisme. Généralement, j'aime toujours faire ce parallélisme quand je vais expliquer un terme pour amener les gens à mieux comprendre les domaines qui les entourent en faisant une comparaison avec un autre domaine de la vie réelle. L'ingénieur des données, je les situe, je les prends comme un plombier. Pour ce qui est de la construction d'un bâtiment, par exemple, c'est quelqu'un qui est là, en fait, pour, on va dire, au-delà d'être le plombier de la donnée, dans la fondation, il est aussi l'architecte. Parce que c'est lui qui pense, qui conçoit et qui construit, en fait, l'ossature ou, on va dire, l'architecture sur laquelle va reposer tout ce qui est donné. Et je veux aussi dire que dans toute entreprise où la donnée est un actif stratégique, l'ingénieur des données est un élément indispensable, au-delà d'être important. Parce que sans un ingénieur des données, on ne sait pas sur quoi est-ce qu'on va, par exemple, aligner une décision, sur quoi est-ce qu'on va apporter des analyses. Parce que comme on l'a dit, comme je l'ai dit au départ, son métier consiste à collecter, stocker et traiter. Ce qu'il collecte, ce qu'il stocke, ce qu'il expose pour d'autres parties prenantes, c'est justement ce qui fait l'objet d'une prise de décision en aval. Donc, ça veut dire que pour toute prise de décision, tout doit se baser sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la donnée. Et qui en est le maître d'œuvre? C'est le data engineer. Et donc, si je comprends bien, c'est très important d'avoir un data ingénieur parce que c'est vous qui prenez la donnée pour donner ça aux autres, pour que ça soit... Je dirais même que c'est très indispensable. Si vous me C'est permettez que ça allait un peu dans l'extrapolation, c'est très indispensable que vous ayez un data engineer, tout comme ça l'est pour un architecte lorsque vous voulez construire votre maison. Ah, d'accord. Donc, pour un architecte, bon, je peux dire que vous êtes les architectes des données. En effet, le terme est très bien choisi. Donc, Mon frère. architecte des données, data ingénieur. OK. En tout cas, ça, je ne savais pas. Merci parce que
Vous venez aussi un peu de m'éclairer à ces sujets-là. Vous venez de rendre ça un peu plus clair. Quelles sont vos missions au quotidien? Qu'est-ce qu'un data ingénieur fait au quotidien comme mission? Alors, je vais expliquer ça en faisant intervenir un terme, un jargon qu'on utilise dans mon domaine qu'on appelle un pipeline. Quand on parle d'un pipeline, en fait, ça fait allusion à l'ensemble, un ensemble de tâches qui sont automatisées et ces tâches automatisées qui permettent de collecter, traiter, stocker et transformer ou même au-delà de l'information. Alors, mes tâches quotidiennes sont justement autour d'un pipeline. En fait, je vais, pour être bref, dans une phase un peu courte et puis exhaustive, je dis que je m'assure que le pipeline est en vie. Pourquoi et comment? Je m'assure de la collecte. Généralement, dans l'entreprise, ça va tellement vite que mon métier à moi est de savoir à tout moment à quel niveau la donnée est traitée. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle est exhaustive? Est-ce qu'elle est cohérente? Toutes ces questions, toutes ces interrogations que je dois répondre à moi-même font l'objet en fait de la qualité de la donnée en output. Donc, tous les jours, je m'assure. Généralement, d'ailleurs, on va dire même pas tout un créneau déjà prédéfini. Même à 1 heure, je dois me rassurer que j'ai tout collecté. Après avoir tout collecté, je dois me rassurer que j'ai tout chargé. Après avoir tout chargé, me rassurer que j'ai tout transformé pour des diverses sources où les données ne sont pas standardisées, par exemple. J'ai tout transformé, mais au finish, me rassurer que j'ai mis à disposition tous mes indicateurs pour mes futurs clients internes. Car vous venez de parler de charger, collecter. Et lorsque généralement on parle de tout ça, on utilise deux termes. Certains parlent de ETL et d'autres parlent de ELT. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux termes? D'abord, d'emblée, quand je vais parler de la différence, je vais vous dire, cher merveille, que la première différence, elle est au niveau de l'acronyme. Vous avez ETL Ouais. et de l'autre côté, vous avez ELT. Vous voyez, les petits jeux de mots, le E, le L et le T sont permutés. D'abord, l'ETL et l'ELT, ce sont en fait des structures de transformation ou des méthodes de transformation dans un écosystème data. Donc, ces processus de transformation des données sont utilisés selon les besoins ou selon l'architecture ou l'environnement qui est présent devant nous, je veux dire. Dans l'ETL, on parle de l'extraction, la transformation et le chargement. Donc, extraire, ça veut dire vous faites ce qu'on appelle de l'ingestion des données. Les données proviennent de diverses sources. Je peux en citer quelques-unes. Vous avez les applications, les API. Vous avez en fait des fichiers log. Vous avez des bases de données. Donc, tout ce que les utilisateurs génèrent comme activité, il y a tout un serveur qui est là, dont le rôle est d'écouter et d'historiser ou de capter ces échanges entre l'homme et l'interface ou la machine qui l'interroge. Donc, à ce niveau-là, je dois faire une extraction. Ça, c'est au niveau... Les deux et, en fait, les deux processus ont la même première étape, qui est l'extraction. Alors, voilà, justement. Alors, la transformation, maintenant, il s'agit ici de faire une standardisation ou un enrichissement ou une modélisation de ce que vous avez collecté. Parce qu'un cas pratique, vous avez par exemple des données qui viennent dans un neurodatage différent, un système de timestamp différent. Moi, j'ai reçu une donnée avec un encodage mois, jour, année. D'autres, elles viennent avec des encodages en jour, mois, année, mois, jour, année. Mon rôle à moi, c'est de pouvoir, en output, donner un format standardisé. C'est-à-dire, je fais un effort de tout ramener dans un format pour pouvoir permettre une lisibilité et une interprétation par la partie suivante. Et après, on fait un chargement. Et avec l'ELT, c'est la même chose, sauf qu'on fait une différence au niveau du chargement et de la transformation. Alors, à quel moment est-ce qu'on choisit l'une des deux méthodes par rapport à une autre? C'est d'abord par rapport à la nature des données que l'on a sous son travail. Lorsque je prends des données qui viennent de sources variées, j'ai besoin de faire une transformation. Parce qu'à ce moment-là, je dois faire un travail pour avoir des données prêtes et compréhensibles à mon niveau, moi. Parce qu'à mon niveau, elles sont encore des données et elles n'ont pas un sens, elles ne sont pas interprétées. N'est-ce pas? Alors, avec l'ELT, c'est souvent utilisé lorsqu'on sait que la source, elle est standardisée. Lorsqu'on n'a pas de problème d'incohérence des données, on peut faire avec l'ELT. Mais aussi, pour ajouter une couche de plus, c'est aussi en termes des logiciels ou des plateformes que nous avons. Parce qu'avec l'ETL, par exemple, on n'a pas en fait assez de ressources
costaud, on peut utiliser de l'ETL parce que là, on se doit d'abord de transformer les données dans un environnement externe avant de les insérer dans le table finale pour éviter trop de charges au système. Mais avec l'ELT, on le fait sans s'interroger d'abord sur la source parce qu'on sait qu'on a un environnement qui peut facilement contenir ces données. Mais aussi pour ajouter une autre raison de l'ELT, pourquoi elle est utilisée en fait, c'est lorsque les données, le but, c'est qu'elles soient conservées de manière brute. C'est-à-dire les données qu'on a collectées, c'est qu'on peut les conserver. Tout le monde peut venir puiser, faire une transformation à côté, mais au finish, on va laisser les données telles quelles, sans modification aucune. Ok. Merci. Je pense que c'est vraiment très clair. Vous êtes vraiment étalé sur les sujets. Moi, personnellement, j'ai tout compris. C'est toujours très compliqué lorsqu'on lit des livres et qu'on parle parfois de RLT, l'autre de ETL. On peut facilement se perdre si on ne comprend pas de quoi on parle. Mais dans votre domaine, on parle aussi parfois de data marts. Ouais. Ça intervient où dans le pipeline quand on parle de data marts? Alors, le pipeline, je vais un peu le fait l'isoler. Ça, c'est un processus qui se fait au niveau de la donnée, comment est-ce qu'elle elle va transiter dans le réseau. Parce qu'un pipeline, en fait, c'est un tuyau, en fait, en soi, qui a été automatisé dans un sens purement informatique. Alors, les data marts, la notion de data mart ou data warehouse, déjà au départ, le data warehouse, c'est un entrepôt de données. À la même image aussi d'un data mart, qui est un entrepôt de données, mais à ce moment-là, qui est, on va dire, en fait, une architecture ou une structure miniaturisée et caractérisée. Ça veut dire particularisée. Le terme, en fait, ça veut justement dire lorsque vous avez, en fait, tout un lac ou tout un entrepôt de données, vous avez des données qui sont là pour plusieurs raisons, pour plusieurs activités et pour plusieurs finalités. Mais lorsqu'on a on va dire un entrepôt miniaturisé, catégorisé pour une étude particulière, à ce moment-là, on appelle ça data mart. C'est que je prends mes données que j'ai puisées, je les dédie en fait pour une activité particulière. Je prends un cas pratique, dans le cas d'une entreprise, on sait que l'entreprise, enfin, on fait des inventaires par exemple, on va faire des suivis, des retours sur le marché, on va étudier en fait, le comportement des utilisateurs, on doit avoir leur KYC par exemple. Tout ça, ce sont des demandes business. Mais nous, maintenant, notre travail, c'est que je peux mettre à disposition d'une direction particulière les données circonscrites, juste pour une étude particulière. À ce moment-là, si on a une direction qui veut faire un suivi sur le comportement des utilisateurs et qui veut avoir l'accès à toute information, enfin, toute donnée qui a rapport à l'étude en vigueur, on disponibilise en fait un data mart, un truc, on va dire, un espace cloisonné où on n'a que les individus de la population qui sont concernés par l'étude. Donc, en fait, on évite un peu d'avoir tout en un. Vous voyez, comme on parle souvent du terme analyse. Analyse, en fait, dans le terme analyse, ça veut justement dire l'étude d'un tout dans ses détails. À ce moment-là, ici, on veut maintenant étudier une partie du tout. Donc, on prend notre seau, on va la miniaturiser pour une étude détaillée sur un élément ou une activité. Ok, merci, je comprends. J'essaie juste de répéter un peu pour voir si j'ai réellement compris. Lorsqu'on parle de data mart, c'est lorsqu'on prend ces données-là, et dans l'exemple par exemple de marketing, Ouais. donc par exemple ils ont besoin de faire l'étude sur tel ou tel autre point. Donc vous prenez les données, vous mettez ça quelque part, les données ont trait à ce qu'ils veulent faire. Justement. Et là où vous mettez ça, c'est ce qu'on appelle data mart. Ouais. Ok, là c'est plus clair. En tout cas, c'est très clair. Et selon vous, quelles sont les compétences techniques indispensables aujourd'hui pour un data ingénieur? Voilà. En termes de compétences techniques, et Technique, puis essentielles, comme vous l'avez dit, en fait, c'est d'emblée, je vais parler de la communication. Pour nous, les humains, quand nous voulons par exemple interagir avec les gens, Mais généralement les ingénieurs n'arrivent pas trop à beaucoup parler. Hein?
Parce Ouais. qu'au Congo, généralement, on parle d'ingénieurs, on voit les gens qui montent, qui Oui, descendent, oui, mais les parler là, oui, je vois même dans les écoles techniques, généralement, ils disent nous, c'est pas parler, oui. nous, c'est faire. Justement, justement. Donc, je vais finir avec mon idée. Ouais. Quand je parle de la communication, on verra où est-ce que je vais en venir. C'est juste d'abord pour faire un parallélisme, pour dire que la communication, c'est le premier élément qui nous permet d'échanger et de nous comprendre. D'accord. Et au niveau de l'ingénierie des données, l'ingénieur des données doit savoir communiquer. Mais avec qui à ce moment-là? Avec leur machine. Alors, Ah, ok. c'était juste pour introduire et dire que la communication à ce niveau ici, c'est avec C'est l'ordinateur. ok, ok. C'est que l'ingénieur des données doit savoir communiquer. Et pour communiquer, il faut un langage. Et en informatique, nous avons des langages outils, des langages de programmation. Donc, Ok. Franchement, vous techniquement, m'avez eu sur ce. justement, techniquement, les langages en fait, que vous devez avoir, c'est je ne vais pas choisir un langage par rapport à un autre pour éviter un peu un débat dans la sphère scientifique pour dire que tel langage est plus que l'autre, mais juste me limiter à dire que vous devez avoir des compétences avancées dans un langage de communication. D'où en amont, je dis savoir communiquer avec la machine, que faire comprendre ce que vous voulez faire. Alors, et au-delà de ça aussi, en termes purement ingénierie logicielle des données, il y a aussi un langage qui, au-delà de la programmation, est un langage de requêtage. Celui-là, il est indispensable à tel point que je ne peux pas parler de des langages sans les citer. C'est le SQL. Donc, c'est un domaine, c'est un langage qui a, on va dire, qui a traversé les temps et les âges et qui a survécu à n'importe quel autre langage. Et il fait l'unanimité. C'est qu'au-delà de vos compétences techniques en programmation, avec des langages de programmation comme Python, Java et tout, vous devez avoir, alors, à ce moment-là, je vais être un peu brutal, mais avoir vraiment un niveau assez avancé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que non, d'emblée, dès que vous commencez déjà d'être à mesure de faire des histoires, non. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous verrez que vous serez contraint, de par votre métier, à avoir des compétences assez avancées dans le domaine, en fait, avec le langage de requêtage, hein, le SQL. Alors, on vous parlera du AFQL et tout, mais ce sont dépendant du SQL, qui est le langage de base et tout et tout. Alors, au-delà du domaine de la communication, comme je l'ai dit, il y a aussi, en fait, les outils que vous devez utiliser. Ouais, j'ai parlé du plombier au départ en faisant un peu une analogie avec l'ingénieur des données. C'est que tout ce que vous allez faire, même votre tuyauterie que vous allez construire là, en fait, vous devez avoir des outils. N'est-ce pas? Quand on est plombier, on a des outils de travail. Donc, vous devez avoir des outils que vous D'ailleurs, utilisez. sans pourtant couper, c'était la Oui. question que je voulais poser Ah, après. ok, d'accord. Donc, Sur voilà. les outils que vous utilisez au quotidien. Alors, je dis que moi, dans mon métier, j'utilise au quotidien. En fait, c'est tout un environnement, c'est tout un cluster. En fait, on parle de big data. C'est de par aussi la masse de données que je gère au jour le jour. Et quand on parle, plus on parle de la masse des données, plus aussi on voit en fait les outils en termes de capacité, en termes de stockage, en termes de traitement et tout. Donc, c'est proportionnel à ce que je gère comme quantité de données, n'est-ce pas? Alors, déjà d'emblée, au départ, quand on commence à faire l'ingénierie, on peut avoir des petites, des petites applications ou des petits logiciels. Vous avez votre WAMP server, vous avez votre en fait, SGBD, Master qui tourne dessus. Mais plus vous avancez, plus la structure est grande, plus les données sont consistantes, vous êtes appelé à faire face aussi et à utiliser, je vais dire, des outils qui peuvent en fait supporter la charge des données que vous gérez. Pour mon cas, moi, ce que j'utilise comme logiciel, par exemple, pour ce qui est de l'ETL, donc mon ETL, le squelette que je construis, il se base en fait sur du Python. Voilà, j'ai dû au départ avoir un langage de communication. J'utilise en fait du Python pour créer en fait mes programmes, pour créer mes squelettes qui se chargent en fait de faire la transformation. Et au-delà de ça, en fait, j'ai aussi des applications en fait comme Spark, par exemple, comme Jupyter. Vous avez en fait des applications pour gérer aussi des API, des applications en fait pour gérer en fait, on va dire la fréquence des données parce que les données sont processées à une fréquence par unité de temps. Donc, vous avez des logiciels en fait comme Airflow. Vous avez aussi des choses comme, en fait, on va dire des logiciels implémentés sur des Linux, comme des cron, pour faire scheduler mes tâches, par exemple. Ok. Voilà, donc tous ces logiciels-là, je ne dirais pas qu'ils sont des logiciels qui valent plus que d'autres, mais plutôt que c'est par rapport à ce qu'ils ont fait, que l'on choisi, des logiciels qui vont s'adapter et qui nous sont aussi faciles pour utiliser. La question que j'aimerais poser, c'est concernant les étudiants. Bon, Ouais. les étudiants, parce que
Je signale que j'enseigne un peu. Bon, j'assiste les professeurs parce Ouais. faut bien Jamais nuancer. enseignant. Faut très bien nuancer. Je suis un enseignant, Voilà. mais j'assiste le professeur. C'est vrai, vous avez cité beaucoup d'outils, mais pour un étudiant qui veut se lancer là-dedans, vous avez cité beaucoup d'outils, vous avez dit c'est en fonction de tâches, ainsi de suite. Mais un étudiant qui veut se former là-dedans, il commence par où? Parce que le champ est assez vaste Oui, pour le quelqu'un champ. qui veut faire la reconversion. Alors, pour quelqu'un qui veut faire de la reconversion ou pour un novice qui veut en fait apprendre les arts du métier, il doit commencer en fait, par les outils qui lui sont d'abord au départ faciles. C'est vrai que je ne veux pas dire qu'un outil est facile pour tout le monde, ça dépend aussi des capacités qu'on a à s'adapter à un outil. Mais au minimum, en fait, il y a d'abord, comme en termes de langage de programmation, en fait, vous avez des EDI, des environnements de développement intégré que vous utilisez généralement, NetBeans et tout et tout. Et les données que vous allez traiter avec un SGBD traditionnel, MySQL par exemple, Cassandra ou je ne sais quoi, vous pouvez utiliser ça parce que ici, le but, c'est seulement de comprendre en fait comment est-ce que la donnée qui est extirpée d'une application, comment est-ce qu'elle passe par toutes les phases précitées ici, la phase de collecte, de traitement, stockage et tout, comprendre le process derrière ces tâches-là en fait. Donc avec votre MySQL, avec un EDI, vous pouvez juste arriver à créer en fait, à simuler, s'il faut le dire ainsi, un écosystème où la donnée est un actif stratégique, où la donnée est ce sur quoi vous allez baser votre étude. Donc les deux outils-là, peut-être aussi ajouter, en fait, bon, il y aura sûrement la connexion, mais avec le web server, on peut en local travailler sans problème. Donc ces deux logiciels-là, c'est en fait l'ossature même, parce que le reste, c'est juste la logique. Donc voilà. Donc, et la logique, surtout pour les étudiants, la logique. Et pour les étudiants qui négligent les SQL, s'il vous Ah ouais. plaît, ça donne de l'argent. Parce que quand on est étudiant, on pense plus à l'argent, hein. Donc, s'il vous plaît, ça donne de l'argent. Ne soyez pas comme, j'allais dire comme nous. Au début, on a négligé cet outil, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était l'erreur à ne pas commettre. Pas comme Donc, prenez ça au sérieux et ça va vous donner l'argent demain. Mhm. L'autre question que j'aimerais poser, comment vous communiquez avec les autres? Quand je parle d'autres, je fais plus allusion aux data scientists et aux data analysts. Comment vous communiquez avec eux au sein de l'entreprise? Voilà. Au départ, à un moment donné, j'ai eu à parler de l'information et je me suis vite ravisé pour parler de la donnée. C'est pour vous faire comprendre qu'à mon niveau, à moi, tout ce que j'ai fait en fait, un label ou un nom qui est une donnée. Ça veut dire que cette donnée n'a pas encore en fait un sens, n'a pas encore une interprétation. Alors, comment est-ce que j'interagis en tant que data engineer avec les autres que vous venez de citer là, analystes et data scientists, et même voir plus loin les DevOps et tout. En fait, l'interaction, je vais écarter ça en trois points. Les data engineers, les data analysts et les data scientists. Au niveau de l'ingénierie des données, moi, j'ai fait la préparation des données. Je prépare. Les data analysts interprètent ce que j'ai préparé et les data scientists, en fait, ils modélisent ce qui est interprété par les data analysts. Donc, Vous pouvez un peu répéter ça voilà, pour que ça soit un peu plus clair. il y a la préparation, La préparation, l'interprétation et l'interprétation, la modélisation. la modélisation. Alors, Ok. donc c'est à ces niveaux, donc c'est notre communication, la symbiose que nous avons avec ces deux autres collègues, c'est à ces niveaux-là, en fait. Tout ce que moi, je fais, c'est de préparer. Et je me dois de bien préparer la donnée parce que toutes les décisions qui seront prises, même l'interprétation qui sera faite par l'analyste, il devra interpréter ce que moi, j'ai préparé. Et tu es d'accord avec moi que si j'ai mal préparé ma donnée, tout ce qu'il va faire, lui, ce sera du vrai faux. Parce qu'il va interpréter avec des formules bien prédéfinies déjà, mais ce sera un résultat vrai aux yeux de tout le monde, mais qui seront faux. Le résultat sera faux par rapport à la donnée qui, au départ, n'était pas en fait cohérente. Et les data scientists, lui, son rôle, en fait, c'est de modéliser. Lui, ce qu'il modélise, c'est ce que le data analyst a interprété. Et déjà, si au départ, on a biaisé, en fait, les prémices, tout ce qui suit, ce sont des faussetés, en fait. Donc, l'interaction avec les deux autres collègues ou parties prenantes, elle est en fait permanente, l'interaction. C'est à tout moment que nous communiquons parce que je dois comprendre ce que fait l'analyste pour mieux préparer la donnée et lui donner des indicateurs à jour.
Et je dois comprendre ce que fait les data scientists pour mieux lui préparer des datasets qui seront à même d'être utilisés, modélisés pour le but final et ultime, qui est de faire des prédictions et faire prendre la décision au top management ou aux décideurs. Voilà. Et en vous entendant parler, la question qui me vient à l'esprit, c'est, on parle généralement de la qualité de données. Je crois en anglais, on parle de data quality. Ouais. Voilà. La qualité de données, généralement aussi, c'est, même quand on lit dans beaucoup d'articles, même il y a même là qui circule généralement où on met, c'est 4 Spider-Man et en bas on écrit, dans 3 Spider-Man, en bas on écrit data quality et ils sont en train de se disputer sur qui Qui est est responsable de la qualité Et de... puis, ils se disputent à raison, parce que en fait, dans la data quality, Ok. à chacun des niveaux du traitement de la donnée, il intervient aussi cette couche qui contribue à ce que la donnée soit de qualité. Alors, moi, dans mon rôle à moi, ce qui me permet en fait de jauger ou de contribuer à ce que la donnée soit qualitative, c'est la cohérence que je dois, pour laquelle je dois m'assurer, l'exhaustivité, vous voyez, la disponibilité. Alors, à ce moment-là, on parle de la haute disponibilité, n'est-ce pas? Et aussi, il y a une couche, en fait, au-delà de ces 3 couches que j'ai citées, c'est un monitoring permanent et continu. Alors, les data scientists aussi, il a à faire dans cette question de la data quality, parce qu'il doit jauger, il doit soumettre au crible des critiques scientifiques à ce moment-là de ce que moi j'ai fait en tant que data engineer, ce que j'ai préparé comme données avant qu'il ne l'interprète. Il doit en fait appliquer tout ce qu'il sait, parce qu'on appelle data analyst, c'est qu'au-delà de ce que moi je fais comme analyse préliminaire, lui il va se prévaloir, prouver qu'il a il a raison de faire une analyse de plus à ce que moi j'ai fait. Ok. Et donc, au-delà de ça, je veux dire que pour être clair, en fait, la data quality n'est pas que définie au niveau du data engineer, mais c'est à chaque niveau, en fait, à chaque layer, à chaque couche de traitement des données, on y met du sien pour rendre la donnée de qualité. Et d'ailleurs, même il y a ce qu'on appelle le RGPD, les règlements sur la gestion et la protection des données, qui a été publié en Europe, je pense, en 2018. C'est une règle, en fait, où vous avez des indicateurs ou des métriques qui permettent de jauger si une donnée est de qualité. Et dans ces métriques-là, vous trouvez tout ce que j'ai cité ici. Et il y a aussi des points parfois qu'il ne faut pas négliger aussi, l'aspect sécurité. C'est que la donnée qui a été traitée, est-ce qu'elle respecte les normes? Est-ce qu'on a une sécurité garantie? Donc, tout ça, ça fait partie en fait de ces termes data quality. Ah, ok. Donc, tout le monde s'occupe de ça, mais chacun doit s'occuper de ça à son niveau. En effet. Ok. C'est très clair, c'est vraiment très, très clair. L'autre question que j'aimerais poser pour faire comprendre vraiment aux gens, hein, par exemple, moi, j'ai pas en banque, par exemple, Ouais. parce que ma donnée doit être traitée. Ou j'utilise des télécoms. Je passe l'appel maintenant. Comment vous arrivez à récupérer la donnée jusqu'à arriver, je donne l'exemple même des data analysts, pour que ça arrive aux data analysts et que ça soit exploité. C'est quoi le processus qui se passe? Sur le plan plus technique, hein, pour comprendre Comment en fait tout se déroule, en fait, les scénarios derrière et tout. Exactement. On va de la donnée jusqu'à l'information et puis après on retourne. Donc c'est une boucle en fait. Ok. Alors, je vais prendre un cas particulier. Bon, tu as parlé de la communication. Par exemple, là, vous avez votre terminal. Vous allez composer étoile 666 hashtag yes pour faire un appel. Il ne parle pas de téléphone, il parle de terminal. Ah oui, justement. Dans les domaines, on doit aussi appliquer ces termes-là. En fait, vous voyez, ceux qui marchaient avec le Christ, ils avaient à un moment donné adopté un langage qui faisait que partout où ils allaient, on peut facilement les identifier. Alors, Exactement. donc, vous faites avec votre terminal, vous avez composé l'étoile 666 hashtag peut-être pour faire un appel intergalactique. Enfin, après, lorsque vous faites une action, en fait, à une action, il y a plusieurs réactions derrière. Ok. Parce que l'ordinateur ou les systèmes avec lesquels vous interagissez, il lit tout ce que vous faites et il comprend. C'est au moins des instructions qu'il sait savoir que non, quand on a tapé 6, comment est-ce que je dois réagir. Il a été programmé en amont, n'est-ce pas? Alors, tout ce qui est inséré à ce niveau-là, il y a un serveur qu'on appelle des serveurs de données, dont le rôle est de monitorer et des events
à tout moment qui sont là pour écouter s'il y a un événement qui est passé entre l'interface et le système. Donc, tout ce que vous allez faire quand vous faites un appel, par exemple, il y a des fichiers qui sont générés. Ce qu'on appelle souvent des CDR en termes d'appel, là, des call, detail, record. Ce sont des enregistrements sur les détails de l'appel. Donc, c'est enregistré et vous avez des systèmes qui sont là pour faire la collecte. Ça, je suis à la première étape, qui est l'ingestion des données. La collecte est faite à ce niveau-là. Peu importe la source, hein. La source, elle peut être, comme je parlais, d'un serveur de fichiers log. Vous avez par exemple des API et tout et tout. Donc, tout est collecté et ce sont des données. Et ces données atterrissent dans mon environnement. À première vue, ça n'a aucun sens. Ça vient avec des formats en fait, divers, variés et tout et tout. Donc, ce que je fais prochainement, c'est que je dois prendre ces données, essayer en fait de voir, de les faire passer au crible de mes programmes que j'ai déjà créés en amont, qui permettront en fait de voir s'il y a des incohérences, s'il y a des données qui sont manquantes, s'il y a des CDA qui sont en fait incomplets. Donc, je fais ce travail-là de l'ingénierie. C'est même de là qu'il vient le terme ingénierie en fait. Donc, Ok. je dois vraiment tout prendre dans les dépôts, voir comment arranger, jeter ce qui est jetable et au finish, avoir en fait ce qui est de qualité. Après, ma donnée est mise à disposition à l'heure, hein, je précise, au data analyst. Je voulais ouvrir un débat d'ingénierie, mais continuez. Et OK. Parce que dire les autres ne sont pas ingénieurs. Non. Alors, Continuez je seulement. vais continuer avec mon idée. En fait, Ouais. au niveau de l'analyse maintenant, ils doivent interpréter, ça veut dire donner du sens, Ok. hein, donner un sens à ce que moi j'ai préparé. Et à leur niveau, ils vont aussi faire d'autres traitements, n'est-ce pas? Et tout ça, ça se fait, je ne veux pas dire que ça se fait manuellement ou quoi que ce soit. Il y a des outils. On a parlé des outils qu'il faut avoir, des outils adaptés avec, en fait, avec la nature des données que l'on traite. Alors, ils vont faire ces traitements-là. À la fin, ça permet en fait de donner un sens à la donnée. Et d'une donnée où on a extirpé un sens, on parle de l'information. Parce que l'information a été hier une donnée et après traitement et tout ce tout ce qu'on a eu à faire, on parle maintenant de l'information. Et on ne s'arrête pas là. Après l'information, il faut extirper une connaissance. Je peux avoir une information, mais je dois au finish extirper la connaissance de mon information. Et après l'information, on extirpe, en fait, on prend une décision. Donc, vous avez la donnée, l'information, la connaissance et la décision. Et la décision, elle peut se faire au niveau du data analyst, c'est-à-dire qu'il fait ses dashboards, il va présenter, ou bien au niveau du data scientist qui va modéliser et puis se projeter. Parce que lui, c'est un cerveau en fait prédictif. Après, quand il projette ça, les résultats fera l'objet d'une prise de décision qui, à son tour, fera en fait l'objet d'une mise en place d'une nouvelle politique du marketing, par exemple, et ça va revenir en fait à pousser les users, les consommateurs finaux, à pouvoir utiliser encore et à générer de la donnée, et on va revenir à la case départ. Données, information, connaissance, décision. Ok, ok. Et la boucle tourne. Tant que faire CP. Voilà, je sais que c'était beaucoup de choses, Ouais. mais il y a un terme là qui... C'est pas vraiment technique, mais je me suis rendu compte quand même que j'ai dit extirper. Et je me suis demandé, waouh, ça Ouais. vient d'où ces termes? Extirper. Ouais. C'est tirer de quelque chose, Ah. tirer d'un contenu. Tirer d'un Oui. container. Parce que ici, on a les données, et puis de ces données, on va extirper quelque chose après traitement, après analyse approfondie. Je vous avais dit au début que c'est un très grand. J'espère que vous comprenez pourquoi je l'avais dit. Vraiment, nous sommes presque à la fin. Vraiment presque à la fin. Mais la question que j'aime toujours poser aux gens, si tu dois te mettre à la place de quelqu'un qui est en train d'apprendre, quels sont les conseils que tu donnerais à cette personne maintenant pour sûrement t'éviter des erreurs? Parce que ce qui est sûr, tu as commis beaucoup d'erreurs en apprenant. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne maintenant? Ouais. Déjà, J'aimerais dire comme les politiciens face à la caméra. Regarde la caméra. oui, en effet, face à la caméra, je dois m'adresser à mes pairs. Ce qui fait, c'est mettre justement dans ce domaine. Et on parlait d'abord des erreurs que nous avons eu à commettre et que nous voulons que ceux qui vont nous suivre ne commettent pas à leur tour. En fait, c'est au départ de vouloir tout faire, tout apprendre.
Vous voyez, les termes là, quand on a commencé à apprendre, étudiants que nous étions, dire que non, on est full stack et tout, ces termes-là, il est un peu trompeur. Dans quel sens? Parce que je parle de mon expérience, après près des 7520 heures passées dans les domaines, Je me demande comment vous avez compté tout ça. après autant d'heures passées dans les domaines, je peux me prévaloir de vous dire que si vous voulez faire des enjambements, vous devez éviter X, Y choses. C'est d'abord cet aspect-là qu'on a des full stack. J'ai eu une expérience, j'ai eu à collaborer avec certains, en fait, les supports, parce qu'au-delà de ce que j'ai fait, j'ai joué en fait le rôle de représentant de mon équipe. J'ai eu à interagir avec beaucoup de nos partenaires. Vous voyez, vous prenez quelqu'un sur le pont, vous lui parlez des choses, des domaines sur lesquels vous voulez travailler avec lui. À un moment donné, il vous dit que lui n'est là que pour un domaine précis. C'est dans tout ce c'est dans toutes les années que là, il a travaillé, il en est même sorti spécialiste. Il a l'expertise et il sait la faire prévaloir. Et il vous dit que non, moi, je ne suis pas, par exemple, tout ce qui concerne le développement, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis qu'orienté SQL, par exemple. Vous voyez, là, je me dis, on a perdu un peu beaucoup de temps à vouloir toucher à tout, front-end, back-end et tout et tout. On se surnomme full stack. Ça ne nous permet pas, en fait, de mieux nous vendre lorsqu'on est devant quelqu'un, lorsqu'on a une offre. Parce que quand on vient, les ABC, tout le monde peut les connaître, hein. On est généraliste, n'est-ce pas? Mais au moins, c'est quand on vous touche dans votre domaine qu'on sente qu'il y a un truc, en fait, qui vous différencie des autres. Vous voyez? Et aussi, arrêter de trop collecter, en fait, des certificats par-ci, par-là et de tout aligner sur votre CV. Parce que de la même manière que votre CV sait vous vendre, d'ailleurs, il le faut à merveille, hein. Quand moi, je prends mon CV, je l'envoie, facilement, il me représente. Et soyez aussi à mesure de représenter votre CV quand il sera à vous d'aller maintenant en fait, faire preuve de vos connaissances. Vous voyez? Ouais, je me rappelle, je sais pas si j'ai raconté l'histoire, mais c'était avec l'anglais. J'avais écrit fort en anglais. Ça, surtout. J'arrive à l'interview et tout. On parle, l'interview s'est très bien passée. En tout cas, très bien. J'étais déjà confiant. Et pendant un moment donné, je vois le monsieur commence à parler en anglais. Je dis ça, mais comment ça? Il parle en anglais, je le regarde. Il me regarde. Vous voyez? Et après, il me dit, vous comprenez pas. Je comprends pas. Mais vous avez écrit là que... Anglais, puis on met la jauge là à 90%. Vous avez écrit là? Je te pense une note de vous faire tomber. Exact. Moi, je préfère que je puisse moins me vendre, mais quand je suis devant mon recruteur, qu'il puisse voir que non, il a affaire à un élément qui viendra ajouter un plus dans ce que je fais. Donc, je préfère peut-être moins écrire. Je peux ne pas écrire l'anglais, mais quand on interagit, il y a des termes anglais qui sortent. Vous voyez que le monsieur sent que non, il n'a pas écrit dans son CV qu'il parle anglais, mais il parle anglais en fait. Ouais. C'était ça un peu cet aspect-là. C'est pour dire, soyez à même de représenter votre CV comme lui aussi il vous représente. Il ne faut pas le décevoir. Parce que lui, il ne l'a jamais fait en fait. Voilà. Et aussi, un conseil, hein, une erreur à aussi éviter, c'est quand vous commencez à faire votre analyse, d'aller trop vite sur en fait, les résultats, c'est les outils. Tout se passe dans la tête. D'abord, arriver à concevoir, arriver à modéliser. Hein. Un modèle, c'est la représentation abstraite de la réalité. Arriver d'abord à tout faire sur papier, même dans votre tête, je sais, vous avez, si vous avez assez d'espace mémoire. Donc, vous arrivez à tout voir dans votre tête et avant de passer à l'action. Et il faut éviter parfois des conclusions hâtives. Parce que le marché, parfois, il est trompeur. Je peux avoir des données, je juge de par mon expérience en tant qu'humain que non, là, j'aurai ça comme output. Mais quand vous vous mettez à travailler les données, à les traiter, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que vous avancez, le fait que vous aviez vos prédits n'est pas forcément en fait celui que vous avez sur vos données. Ok. C'est un peu ça en termes de conseils. En tout cas, j'allais ajouter quelque chose avec ma petite expérience, surtout avec les étudiants, parce que ça arrive des fois, ils défendent des projets, ils amènent des trucs, ça tourne. Ouais. Il a fait une base de données, c'est bien, ça semble tourner, mais il n'a même pas pris le temps de concevoir. Donc, bon, j'avais besoin d'une table, ça tourne, ça marche pour lui. Il C'est vient... ça aussi la théorie, comme on dit, la théorie c'est lorsqu'on sait tout, mais que rien ne marche. Et la pratique c'est quand tout marche et on ne sait pas pourquoi ça marche. Là, il faut arriver à relier les deux là, à expliquer ce qui marche et pourquoi et comment ça marche. C'est très important. Okay. Merci beaucoup, M. Salem. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir dans Data Talk. Merci, Charles. Nous sommes arrivés à la fin. C'était très long, mais nous sommes arrivés à la fin. Mais avant de terminer,
C'est vraiment la dernière question. Ça n'a rien à voir avec les données, rien du tout. Mais si on doit inviter quelqu'un dans DataTalk, selon vous, on doit inviter qui? Alors, je vais rester dans le giron de mon travail, avec ceux avec qui j'interagis. On a parlé des data analystes et scientists. Et généralement, moi, je leur ai toujours dit, de manière un peu hilarante, pour dire que moi, en tant qu'ingénieur des données, je suis indispensable. Les data analystes, en fait, il est important, mais on peut s'en passer. Je peux m'en passer en tant En termes de... Je parle d'un nom. Oui, Quelqu'un... justement. Oui. Donc, les data scientists, en fait, son rôle, il est important, mais il n'est pas, en fait, indispensable. Mais j'aime bien voir ces gens-là interagir. Avec notre interaction, généralement, elle permet, en fait, d'avoir au finish un résultat qui permet une bonne prise de décision. Et j'ai eu à interagir avec beaucoup de mes collègues. Et il y a un, en fait, qui est dans le domaine de la data science, qui excelle dans ce domaine-là, avec qui j'interagis généralement tous les jours, hein. C'est mon quotidien, en tout cas. S'il n'y a pas de données, un KPI n'est pas à jour, il m'appelle. Et puis, s'il a un modèle qui veut implémenter, il vient me voir, il m'envoie son modèle de machine learning. Je dois voir ce qu'il faut qu'on lui donne comme datasets, comment les formater, comment les réadapter pour son besoin, afin qu'il puisse bien faire son travail. Et c'est Floris Coy. Donc, c'est quelqu'un vraiment qu'il faut écouter alors attentivement, parce qu'il a tellement à donner, tellement à dire et donner l'occasion de parler. Monsieur Floris Coy, c'est en même temps l'invitation qu'on vous lance pour participer à notre émission. On vous espère en tout cas très prochainement sur cette chaise pour venir nous expliquer et pour éclairer surtout les gens qui veulent apprendre, ceux-là qui veulent se reconvertir, même ceux-là qui sont dans le métier, parce que c'est toujours mieux d'écouter quelqu'un qui est expérimenté pour commencer à mieux faire les choses. Merci, Monsieur Salem. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, Essir. Merci d'avoir suivi DataTalk. Tu veux comprendre la data? Tu veux être acteur du changement? Alors, abonne-toi, écoute et partage. Bienvenue sur DataTalk. Parlons data, parlons futur.